Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 2 mai. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu le président du Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie Saoudite, Dr Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le général de l'armée Saïd Chengheleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu le général-major Youssef Ahmed El-Haniti, chef d'état-major conjoint des forces armées jordaniennes, en visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation. Et à la veille de la journée internationale de la liberté et de la presse, nous nous intéressons à la loi organique sur l'information. Le texte vise à encadrer l'exercice et garantir le respect des règles d'éthique professionnelle. Installation d'une commission nationale de protection des forêts intersectorielle. Elle est chargée de mettre en place les programmes des commissions locales pour la lutte active contre les incendies. Puis rencontre dans cette édition avec un ami de la Révolution, Roger Winterhalter, n'a pas hésité à embrasser la cause algérienne qu'il jugeait juste. Aujourd'hui, il est de retour à Constantine. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République a reçu ce mardi le président du Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie Saoudite, Dr Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadir El-Albaoui. À l'issue de l'audience, le responsable saoudien a réaffirmé la profondeur des relations qui lient les deux pays frères. Je vous invite à l'écouter. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence le Président de la République algérienne en cette journée bénie. Je lui ai transmis à l'occasion les salutations du serviteur des deux lieux saints de l'islam et celles du prince héritier. Nous avons abordé lors de notre entretien les relations qui unissent le Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie Saoudite et les deux chambres du Parlement de la République algérienne. Nous avons écouté ainsi que l'ambassadeur et tous les présents avec moi durant cette rencontre et profité des orientations du président Tebboune et sommes revenus sur la glorieuse histoire de cette grande nation qu'est l'Algérie. Le président a également partagé avec nous ses aspirations et ses objectifs, ainsi que ceux de son gouvernement et du peuple algérien frère. Des aspirations transformées en plan de travail et en programme, en voie d'être concrétisées actuellement. Nous avons pu prendre connaissance de toutes les réformes et les mutations que connaît ce pays frère. J'ai, pour ma part, informé le président de la République algérienne de toutes les réformes initiées en Arabie Saoudite dans tous les domaines politiques, économiques, ainsi que dans ses relations avec les pays arabes et musulmans et tous les pays du monde. Le président du Conseil de la Choura d'Arabie Saoudite a salué les efforts de l'Algérie dans le soutien des causes arabes, notamment la cause palestinienne. On l'écoute. J'ai remercié le président pour tous les efforts consentis par l'Algérie pour soutenir la cause de tous les Arabes, celle de la Palestine et les causes justes de manière générale, ainsi que pour son soutien apporté au Royaume dans tout ce qu'il entreprend. L'Algérie a toujours été aux côtés de l'Arabie Saoudite. Les deux pays travaillent en parfaite coordination. Ce fut une rencontre fructueuse. J'ai été ravie de cet entretien qui m'a été accordé et je souhaite que les relations algéro-saoudiennes restent toujours aussi solides et fortes. Le président du Conseil de la Choura d'Arabie Saoudite a été reçu par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. La rencontre a constitué une occasion pour passer en revue l'état et perspectives des relations bilatérales et les voies de les développer dans tous les domaines. Dr Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh a affirmé que les relations algéro-saoudiennes connaissent leur meilleure époque sous l'impulsion des dirigeants des deux pays. Il a également évoqué la signature de différentes conventions de coopération bilatérale dans les meilleurs délais, une des recommandations du Haut Conseil de coordination algéro-saoudien.
Le président du Conseil de la Choura d'Arabie Saoudite a été reçu par le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali. La rencontre a été une occasion de passer en revue les relations exceptionnelles entre les deux pays et les voies de renforcer la coopération dans tous les domaines, notamment le domaine parlementaire et législatif. Le général d'armée Saïd Chengrikha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce mardi au siège de l'état-major de l'ANP le général-major Youssef Ahmed El-Haniti, chef d'état-major conjoint des forces armées jordaniennes, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Les détails par Yannis Saïd Belkacem. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, les chefs de département et des directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation jordanienne. Les deux parties ont abordé les défis sécuritaires dans la région arabe et dans le continent africain et échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun ainsi que les moyens de renforcer les relations de coopération militaire entre les deux pays frères. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution à l'entame de laquelle il a souhaité la bienvenue à la délégation hôte, soulignant que cette visite constitue une opportunité pour œuvrer à porter la coopération militaire bilatérale au plus haut niveau dans l'intérêt des deux parties. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire et de vous faire part ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne des plus hautes marques de bienvenue à l'occasion de votre visite en Algérie, que nous estimons être une opportunité pour œuvrer ensemble afin de porter la coopération militaire bilatérale au plus haut niveau dans l'intérêt des deux parties. En effet, votre visite qui intervient dans le sillage de celle effectuée par Sa Majesté le roi Abdullah II en Algérie durant le mois de décembre 2022, sur invitation de son frère M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au-delà de ce qu'elle apporte au raffermissement des liens de fraternité et d'amitié entre les deux pays, elle a permis d'ancrer les relations de coopération dans plusieurs secteurs. بين البلدين فقد سمحت بترسيخ علاقات التعاون في العديد من القطاعات. Le général d'armée a mis en avant la qualité des relations militaires bilatérales entre les deux pays qui se distinguent par l'entente mutuelle et se reflètent dans de nombreux domaines, et ce à la faveur de la volonté solide qui anime les hautes autorités des deux pays. إنني على قناعة Nous sommes convaincus que les différents défis auxquels nous sommes confrontés doivent faire l'objet d'une étroite concertation et l'établissement d'une coopération diversifiée sur le plan militaire et sécuritaire, bénéfique pour l'ensemble des acteurs régionaux, empreinte d'objectivité et de franchise, tout en privilégiant les approches nationales et régionales. À ce titre, je ne manquerai pas de saluer la qualité des relations militaires bilatérales entre nos deux pays, caractérisées par l'entente mutuelle qui se reflète dans de nombreux domaines, à la faveur de la volonté immuable qui anime les hautes autorités des deux pays. De son côté, le général-major, chef d'état-major, conjoint des forces armées jordaniennes, a exprimé sa joie de visiter l'Algérie et s'est félicité des relations fraternelles profondes qui lient les deux pays et dont témoigne le niveau de la coopération militaire entre les deux armées dans les différents domaines. Au terme de cette rencontre,
Les deux parties ont échangé des présences symboliques avant que le général-major Youssef Ahmed El-Haneti ne signe le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. L'Algérie célèbre demain, mercredi, la journée internationale de la liberté de la presse, dans un contexte marqué par des réformes profondes du secteur, à l'adoption notamment d'une nouvelle loi organique sur l'information qui vise à consacrer et garantir le respect des règles de déontologie et d'éthique professionnelle. Amélie Siridir. Convaincu de l'importance de la communication dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle, le président de la République a fait de la liberté de la presse un principe immuable consacré dans la Constitution de 2020. D'ailleurs, la nouvelle loi sur l'information récemment adoptée s'inscrit dans le cadre de la concrétisation d'un de ses 54 engagements. Il a également mis l'accent sur la nécessité d'assurer la transparence du financement des médias, ainsi que le droit des professionnels de la presse à accéder aux sources d'information dans le cadre du respect de la loi, du droit à la protection de l'indépendance des journalistes et du secret professionnel, afin de marquer clairement une rupture avec les anciennes pratiques qui régissaient auparavant la scène médiatique. Objectif : définir le statut du journaliste professionnel avec précision dans toutes les spécialités médiatiques, mais aussi moraliser la profession. Le journaliste bénéficie désormais de plusieurs garanties, dont la protection juridique de ses œuvres et la préservation de son droit de ne pas diffuser toute information, article ou travail ayant subi des modifications substantielles sans son consentement. Toute forme de violence ou d'intimidation envers le journaliste dans l'exercice de ses fonctions est désormais pénalisée par la loi. Sur le plan structurel, la loi prévoit pour la presse écrite et électronique l'instauration du régime déclaratif qui repose sur l'application simplifiée pour la création de médias et consacre le droit du journaliste à la liberté d'expression. Il est également question de la création d'une autorité de régulation de la presse écrite et électronique. Concernant l'audiovisuel, il est également question d'amender des statuts de l'autorité de régulation de l'audiovisuel arabe de manière à lui conférer un caractère spécifique et élargir ses missions à la régulation et au contrôle des services de la communication audiovisuelle sur Internet. S'agissant des pratiques relevant de la diffamation, la délation et l'injure, la nouvelle loi recommande la création d'un Conseil supérieur d'éthique professionnelle auquel sera confiée la responsabilité de l'élaboration d'une charte permettant l'adoption d'une pratique journalistique responsable. Les médias sont désormais tenus de déclarer la source de leur financement et justifier la possession d'un capital national. Il leur est aussi interdit tout financement provenant de parties étrangères. Dans un autre registre, la promotion de la communication institutionnelle figure dans la stratégie du secteur en vue de permettre aux journalistes d'accéder à l'information et fournir aux citoyens une information sûre et crédible. À travers toutes ces réformes profondes et mutations novatrices, il est ainsi établi que la construction de la démocratie passe par une liberté d'expression réelle et responsable. Les sites électroniques pour défendre l'Algérie contre les allégations tendancieuses, but annoncé ce matin par le ministre de la Communication. Mohamed Bouslimani a présidé le lancement d'une session de formation au profit de la presse électronique. C'était au centre de formation dans les métiers audiovisuels au CIP. Le ministre a affirmé que l'institution d'une loi pour l'organisation de la presse électronique traduit l'attachement de l'État à promouvoir cette activité dans le respect de la loi et le renforcement du professionnalisme. Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique mise aujourd'hui plus que jamais sur la numérisation afin de booster les activités liées au monde universitaire. Pas moins de 6 plateformes numériques et une application ont été lancées ce matin pour renforcer l'écosystème numérique. Saïda Mayouf. Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique enregistre ces dernières années des avancées spectaculaires en matière de numérisation, le but étant renforcer l'écosystème numérique de ce secteur stratégique.
À ce propos et sous le slogan simplification et efficacité, 6 plateformes numériques ont été lancées, outre une application site web, atteignant ainsi 36 plateformes créées, jusque-là sur un total de 46 plateformes. La plateforme dédiée à la certification et à l'authentification des documents universitaires est d'un apport certain au monde de l'enseignement supérieur. Ça évite à ceux habitant les régions lointaines les tracas des déplacements, leur procurant ainsi un gain de temps précieux. L'autre plateforme importante est celle dédiée au quitus électronique. La plateforme dédiée à la gestion des incubateurs universitaires est tombée à point nommé afin de gérer au mieux le parcours des différents projets innovants dépassant les 90 aujourd'hui. Nous avons développé cette plateforme pour permettre aux responsables d'incubateurs, aux responsables de projets et même aux responsables au niveau du ministère de la Direction générale de la Recherche et au ministère de l'Enseignement supérieur de suivre le développement et l'évaluation et l'avancement de ces projets. Une plateforme dédiée aux travailleurs du secteur qui avoisine le 1/4 qui leur permettent d'avoir et de demander, de réceptionner tous les documents en relation avec leur carrière professionnelle. La deuxième plateforme importante s'agit de la certification des documents scolaires et des diplômes qui va permettre à tous les diplômés de l'enseignement supérieur depuis l'indépendance à ce jour de demander ces documents, de les avoir à distance. Et la troisième plateforme importante qui va aussi renforcer la politique du zéro papier, c'est le paraphère électronique. Cette opportunité qu'offre la technologie numérique est à même de permettre au secteur d'aller de l'avant par la modernisation de l'administration, l'augmentation des chances de réussite des étudiants, ainsi que le soutien précieux apporté aux professeurs dans leur travail pédagogique. Le tout afin que l'université algérienne soit véritablement une valeur ajoutée au développement national. Lancement du projet d'interconnexion du réseau électrique du sud du pays avec le réseau national à travers la signature de contrats de réalisation entre le groupe GRTE, filiale de Sonelgaz, et des entreprises locales d'ingénierie et de réalisation. Ce projet concerne la connexion du réseau Paul Salah Adraj Timimoun au réseau interconnecté national d'un coût total de 1 milliard de dollars. Il se traduira par la réalisation d'une double ligne de transport électrique de très haute tension entre Hasselmel et Timimoun d'une longueur de 700 km. Elle traversera le wilaya de Larouat, Ghardaya, El Mnia et Timimoun. Le ministre de l'Énergie et des Mines a mis en avant l'importance de cette grande réalisation qui devrait soutenir le développement économique, industriel et agricole des wilayas du Grand Sud et être un support pour l'interconnexion Algérie-Afrique. Clôture ce matin du programme d'appui au secteur des ENR et de l'efficacité énergétique en Algérie. Initié en 2019, Taqa Nadifa est une collaboration avec l'Union européenne. Ces résultats ont été présentés ce matin, des réalisations qu'il est impératif de valoriser et pérenniser selon les participants. Compte rendu d'Oualid Yousfi. Après 4 ans d'activité, Taqa Nadifa est arrivé à son terme. Avec un bilan plus que satisfaisant et des résultats concrets qui témoignent de son succès selon les adhérents au programme, l'impératif aujourd'hui est de veiller à valoriser et pérenniser ces réalisations. Fruit d'une collaboration entre l'Algérie et l'Union européenne, le programme avait pour objectif d'optimiser la consommation énergétique et de développer les énergies renouvelables en Algérie, dans le cadre des efforts consentis pour diversifier son mix énergétique et préserver ses grandes ressources en hydrocarbures. Nous travaillons sur le développement des énergies renouvelables, essentiellement électriques, et sur l'efficacité énergétique sur 3 axes très importants, qui est l'axe 1, institutionnel et réglementaire, un axe 2 sur les énergies renouvelables et un axe 3 sur l'efficacité énergétique.
on a développé 10 programmes d'action efficacité énergétique, énergie renouvelable qui couvrent tous les ministères. Bien entendu, c'est-à-dire on a maintenant à peu près une trentaine de projets clairs et nets qui ont été élaborés. Et ces 30 projets qu'on appelle fiches d'action, ont été présentés aux partenaires techniques et financiers lors de la dernière réunion qui a eu lieu le 26 avril. Ces plans d'action concernent plusieurs secteurs, dont les hydrocarbures, le BTP et les collectivités locales. Taqa Nadifa avait également pour objectif de mettre en place un cadre juridique et réglementaire en accord avec les normes internationales. De mettre notre réglementation en adéquation avec ce qui se passe à travers le monde, notamment la réglementation de l'Union européenne, la réglementation les autres réglementations, pour pouvoir permettre notamment aux fabricants algériens de pouvoir mettre leurs produits sur les marchés internationaux sans pour autant être pénalisés et pour être en adéquation avec ce qui se passe à travers le monde. On a travaillé avec les industriels, on a montré que le tissu algérien industriel était très riche et on avait les capacités pour diminuer par 2 la consommation de chauffage et d'énergie. Il suffisait à un moment donné de rehausser, de sévériser un petit peu la réglementation actuelle qui date quand même de 1996 pour qu'on arrive à un niveau un peu plus contraignant. Avec un budget de 11 millions d'euros, ce programme contribue également à faciliter les investissements privés à moyen et à long terme dans des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, et ce, dans plusieurs domaines. Une commission nationale de protection des forêts pour l'année 2023 installée ce matin, intersectorielle. Elle est chargée de mettre en place les programmes des commissions des wilayas pour la préservation du couvert végétal. Le but principal est de lutter activement contre les feux de forêt et défis de chaque saison estivale. Mariam Damiz. Composée de représentants de 13 ministères et de 11 institutions nationales concernées par la protection des forêts. La nouvelle Commission nationale de protection des forêts est chargée notamment d'arrêter et d'actualiser le plan de lutte préventive et efficace contre les feux de forêt. Je mets l'accent sur le fait que les causes des incendies ne sont pas d'origine naturelle. Les feux de forêt sont provoqués par l'homme, que ce soit intentionnel ou pas. Par conséquent, il est essentiel d'axer les efforts sur la coercition plus que la sensibilisation, tout en ouvrant d'une manière systématique des enquêtes après chaque incendie. Il ne faut pas oublier les instructions adressées aux services de police judiciaires régionaux pour renouveler les procédures visant à limiter la propagation des activités criminelles enregistrées qui conduisent à la destruction des forêts, des récoltes agricoles et des ressources animales. Cette réunion commune témoigne de l'intégration et de la coordination du travail gouvernemental dans le traitement des questions portant atteinte à la sûreté et à la sécurité du citoyen et de leurs biens, ainsi qu'une partie intégrante de l'économie nationale. Cet événement important témoigne des efforts des différents secteurs pour trouver des moyens appropriés pour limiter la propagation des incendies de forêt. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République a insisté sur la nécessité de mettre en place un système de veille efficace pour faire face aux feux de forêt. Il a ordonné le lancement d'un appel d'offres pour l'acquisition de 6 avions bombardiers d'eau de taille moyenne pour lutter contre les feux de forêt. Il a également ordonné le lancement d'un appel d'offres à destination des start-up pour la modernisation des outils et équipements dédiés à la surveillance du couvert végétal à travers des drones et de coordonner avec l'état-major de l'armée nationale populaire pour faciliter ces opérations vitales et maîtriser ce phénomène. Et un autre fléau contre lequel se bat le continent africain, le paludisme. Cette maladie a été officiellement éliminée en Algérie en 2019, mais d'autres pays peinent à s'en débarrasser. Selon l'OMS, 400 millions de personnes meurent du paludisme chaque année. Halim Maouchi. C'est une maladie qui reste redoutable, notamment en Afrique. Malgré l'arrivée de vaccins, le paludisme continue de sévir et de tuer à cause surtout d'une résistance croissante au traitement, selon l'Organisation mondiale de la santé.
Cette maladie, appelée également la malaria, a causé en 2021 la mort de 619 000 personnes dans le monde, selon les derniers chiffres de l'OMS. Signalé dès l'Antiquité, le paludisme est causé par un minuscule parasite du genre Plasmodium, transmis par piqûre de moustique, qui provoque fièvre, maux de tête et frissons, jusqu'à devenir une infection grave, voire mortelle, en l'absence de traitement. L'OMS a estimé à 247 millions le nombre de personnes atteintes par le paludisme en 2021, chiffre en hausse par rapport à l'année précédente qui était de 245 millions. Près de la moitié de la population mondiale vit dans une zone à risque et peut contracter le paludisme, mais ce sont surtout les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes vivant avec le VIH qui sont les plus susceptibles de développer une forme sévère de cette maladie. L'immense majorité des cas, 95%, et des décès, 96%, surviennent en Afrique. Cette région continue de supporter une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme, déplore l'OMS. Depuis 2015, une dizaine de pays ont été officiellement déclarés exempts de paludisme, parmi lesquels l'Argentine et l'Algérie en 2019 et la Chine en 2021. Donc c'était un sujet signé Halim Maouchi sur le paludisme qui tue plus de 400 000 personnes chaque année. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïeb Zitouni, a reçu le président de l'Assemblée nationale de la République du Zimbabwe, Jacob Mudenda, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer et de développer les relations commerciales et économiques. Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de réactiver la grande commission mixte algéro-zimbabwéenne en vue d'insuffler une grande dynamique aux relations entre les deux pays. À l'issue de cette rencontre, Taïeb Zitouni a déclaré qu'à la lumière de la nouvelle orientation de l'Algérie vers le marché africain, il était nécessaire d'intensifier les rencontres pour échanger les informations et les expertises dans divers domaines entre les acteurs des deux pays au vu des opportunités de partenariat durable existantes. Le président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe a quant à lui insisté sur l'importance d'explorer les opportunités de partenariat disponibles et de créer un jumelage entre les hommes d'affaires en Algérie et au Zimbabwe à travers le développement des échanges commerciaux entre les deux pays. Et à l'étranger, des associations françaises de soutien à la cause sahraoui ont lancé une campagne pour dénoncer l'interdiction par l'occupant marocain d'accéder aux territoires occupés sahraouis. 3 lettres ont été adressées à 3 responsables, le haut responsable de l'Union européenne pour les affaires étrangères, le ministre espagnol des Affaires étrangères et le chef du gouvernement espagnol. Observateurs, avocats, journalistes et parlementaires étrangers dénoncent cette interdiction qui empêche de s'enquérir de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental. Et les syndicats nigérians ont plaidé hier pour le droit du peuple sahraoui à l'indépendance et à la liberté. Ils appellent la communauté internationale et l'ONU à exercer toute forme de pression pour amener le Royaume du Maroc à respecter la légalité internationale. Autre position en soutien au Sahara occidental, celle de la candidate à la présidence du gouvernement espagnol et actuelle ministre du Travail, Yolanda Díaz, a renouvelé son engagement à soutenir la juste lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination et l'indépendance. Mariam Damis. Yolanda Díaz, la candidate à la présidence du gouvernement espagnol et actuelle ministre du Travail, a renouvelé son engagement à soutenir la juste lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination et l'indépendance. Interrogée sur sa position par rapport au Sahara occidental et le revirement du Premier ministre Pedro Sánchez, devenu le soutien numéro 1 de la politique expansionniste de Rabat. Celle qui occupe le poste de 2e vice-présidente du gouvernement espagnol a été claire et catégorique. Elle a affirmé que si elle devenait présidente, elle romprait sans aucun doute l'accord avec le Maroc, qualifiant ce pays de dictature. Considérée comme l'une des principales personnalités politiques d'Espagne, Díaz a réitéré à travers cet engagement la position de son parti politique Sumar, qui depuis le début place la défense des droits de l'homme et de la justice sociale dans le monde comme axes centraux de son programme d'action, et d'ajouter que son pays est tenu d'utiliser tous les canaux d'influence concernant le Sahara occidental afin de faire pression sur le Maroc.
D'autre part, son parti insiste sur le fait que le gouvernement espagnol devrait cesser de soutenir l'inclusion du Sahara occidental dans les accords de coopération bilatéraux entre l'Union européenne et le Maroc, qui ont été invalidés par la Cour de justice de l'Union européenne par de multiples décisions. Les Marocains ont de nouveau investi les rues. Ils étaient très nombreux hier à manifester à Rabat et Casablanca contre la vie chère et les difficultés socio-économiques que rencontre la population. Ils dénoncent notamment le silence du gouvernement Amel Bouarba. La situation ne cesse de s'aggraver avec un taux d'inflation dépassant les 9% et une augmentation conséquente des produits de base, d'après les statistiques officielles. Une situation qui a poussé plusieurs centaines de Marocains à investir la rue ce 1er mai, fête internationale des travailleurs, dans de nombreuses villes, dont Rabat et Casablanca, en réponse à l'appel des centrales syndicales marocaines. Nous fêtons la fête de 1er mai à l'UNTM pour dire également au gouvernement, nous sommes là pour défendre la destruction du pouvoir d'achat des citoyens. Nous sommes là pour défendre tous citoyens, tous salariés, tous fonctionnaires. Nous revendiquons aujourd'hui la justice sociale, nous revendiquons la liberté, nous revendiquons une réorganisation du situation sociale et économique au Maroc, étant donné que nous sommes dans une situation très grave. Donc c'est pour cela que nous soutenons cet syndicat et nous revendiquons plusieurs raisons, comme je dirais la justice sociale et la liberté essentiellement. La grogne populaire connaît une montée en puissance au Maroc, plongée dans une précarité inquiétante. En cause, la dégradation du pouvoir d'achat et la poussée inflationniste marquée par l'envolée des prix des denrées alimentaires. Scandant des slogans contre la cherté de la vie, la détérioration du pouvoir d'achat et la corruption, les manifestants ont défilé dans la capitale, devant le siège du Parlement et dans différentes artères des villes marocaines. Face aux disparités sociales importantes, les travailleurs marocains sortis exprimer leur colère réclament une revalorisation des salaires et une régularisation de leur situation, notamment dans les secteurs professionnels marginalisés et touchés de plein fouet par la crise multidimensionnelle. Déterminés à aller au bout de leur combat, les travailleurs sont montés au créneau pour dénoncer la flambée scandaleuse des prix des produits de première nécessité. Dénonçant les méthodes répressives déployées par le Marzen pour réduire au silence les voix libres, les manifestants réclament aussi la libération des prisonniers politiques et condamnent la politique de normalisation avec l'entité sioniste. Au Soudan, une trêve de 7 jours convenue entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Elle entrera en vigueur demain, annonce après l'accord des deux parties pour des négociations de paix qui doivent se tenir dans le lieu de leur choix. Aucune des trêves précédentes n'ont été respectées et les combats ont fait plus de 500 morts, principalement à Khartoum et au Darfour, et des milliers de blessés. Plus de 430 000 personnes déplacées également à l'intérieur et l'extérieur du pays. Retour en Algérie, direction Constantine pour cette rencontre avec un ami de la révolution algérienne. Roger Winterhalter faisait partie de l'armée française à l'époque de la guerre de libération, mais il n'a pas hésité à embrasser la cause algérienne qu'il jugeait juste. Aujourd'hui, il est de retour en Algérie, un voyage rempli d'émotions que nous raconte Amel Bouarba. Roger Winterhalter, un ami de la révolution algérienne, cet infatigable militant anticolonialiste français-alsacien s'est engagé en faveur du FLN alors qu'il était jeune appelé dans l'armée française en Algérie en 1960. Âgé aujourd'hui de 85 ans, il est revenu en Algérie rencontrer ses frères d'armes à Constantine. Un moment fort en émotion qui le plonge dans les souvenirs vivaces de la guerre de libération nationale. Il raconte comment la violence et l'horreur du colonialisme l'ont poussé à épouser la cause algérienne. Le déclic le plus important, je le dis et je le redis, c'est cette fameuse manifestation
qui étaient régulières au moment des années. Ça, c'était des femmes, des gens qui descendaient des montagnes du Tukuya et d'ailleurs, et ils avaient mis devant des femmes et des enfants qui criaient « Vive l'indépendance, vive la solidarité, vive Ben Bella ». À bas le colonialisme. À ce moment-là, le colonel a dit il a perdu le contrôle. Il a dit il faut tirer. Et donc, on a tué plus de 50 personnes. J'ai rencontré ça et je suis malheureux comme un chien. Je ne sais pas comment faire. Cet ami de la Révolution a rendu des services précieux au FLN. Sa mission consistait à fournir du matériel, des uniformes et des renseignements. Il a aussi modifié l'affectation de soldats infiltrés du FLN. Il a rendu de grands services à la Révolution. Il nous ramenait des vêtements et des équipements et il nous fournissait des renseignements. Je faisais fonctionner ce service des effectifs, ne sachant pas à quoi ça pouvait servir. Et quand les jeunes, service des effectifs, vous recevez des jeunes qui viennent de France ou d'ici et vous les incorporez. On appelle ça l'incorporation. Et donc, on notait, j'avais fait des fiches, etc., on notait. Et ceux qui nous intéressaient, on allait le dimanche les retrouver à Adjar pour voir un petit peu comment ils réagissaient. On leur disait ce qu'ils pouvaient faire, qui avait marché, qui avait dimanche, il y avait ceci, etc. Et donc, au fur et à mesure, et c'est comme ça que je me suis vraiment devenu un spécialiste des services, des effectifs, vous verrez après, ça a servi au FLN après, par la suite. Auteur de plusieurs ouvrages retraçant ses mémoires, Roger Winterhalter, ce fervent militant anticolonialiste, continue aujourd'hui encore de lutter en faveur des causes justes. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.